Les femmes seront payées autant que les hommes quand elles grimperont torse nu. Cette phrase prononcée par Marco Scolaris, président de l'IFSC, en réponse à Lynn Hill, qui réclamait l'égalité des récompenses entre hommes et femmes, résume tout un pan des obstacles auxquels les femmes continuent de faire face. Plus qu'une maladresse, elle révèle un système où la performance féminine est encore trop souvent reléguée au second plan, soumise à des jugements sexistes et paternalistes. Dans ce contexte, une histoire de l'alpinisme au féminin, signée par Stéphanie et Blaise Agresti, se dresse comme une cordée courageuse face à ces inégalités. Ce livre ne se contente pas de documenter des exploits, il questionne les silences de l'histoire et les absences criantes. Stéphanie et Blaise, bienvenue, merci. Ce que je vous propose pour démarrer cet échange, moi ça m'intéresserait, avant même qu'on parle de votre livre, que vous reveniez un petit peu chacun sur votre parcours et en particulier sur votre rapport à la montagne. Alors je peux commencer. Donc moi je suis pas alpiniste, je suis pas guide, mais je vis en montagne et j'aime ce rapport à la montagne. J'aime être immergée en montagne et faire les activités qui sont proposées en fonction des saisons. Sinon dans ma vie je suis enseignante. Donc c'était mon premier projet d'écriture, donc une nouveauté pour moi. Et j'étais fière de faire ce projet pour rendre hommage à ces femmes méconnues. Moi, j'ai un parcours un peu plus professionnel en montagne, avec une expérience du secours en montagne pendant pas mal d'années. Donc, patron de l'équipe de secours qu'on appelle le PGHM, peloton de gendarmerie haute montagne. Donc, Alice, ici présente, a été une des premières femmes dans ces unités. Un parcours de guide aussi. Mon père guide, mes parents explorateurs. Donc, un univers de montagne que je vis depuis mon enfance, en fait. Même avant ma naissance, je pense que j'étais déjà dans cet espace extraordinaire de la haute montagne. Donc j'ai grimpé tout petit, voilà, donc c'est un parcours de vie et je suis très, très heureux qu'on ait pu faire ce livre parce que dans l'histoire familiale, ma maman avait des articles qui traînaient un petit peu dans le grenier où on l'a désignée comme la femme la plus haute du monde. En 66, elle avait gravi un sommet à 7400 mètres d'altitude. Et voilà, donc j'avais ça en tête. Hein. Ma mère avait été à 7400 mètres d'altitude et elle était considérée comme la femme la plus haute du monde, ce qui était faux en fait. Hein. C'était pas exactement juste. On l'a vu à travers le travail d'histoire. Mais en tout cas, j'ai grandi dans cet environnement-là. Et qu'est-ce qui a été le déclencheur où vous vous êtes dit, en fait, ce livre, il est essentiel, on doit le faire. Et qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit, on va trouver les éléments aussi? Parce que j'imagine qu'il y a des raisons pour lesquelles on n'a pas parlé de toutes ces femmes. Mais du coup, il y a des difficultés aussi à, j'imagine, trouver ces informations. Dans la même collection, chez Glénat, il y a une histoire de l'alpinisme tout court, où il est assez peu fait mention des femmes. Et l'auteur écrit même, vers la fin du livre, les filles colonisent l'alpinisme du XXe siècle. Donc la phrase est assez choquante. Ça, c'est un premier aspect, c'est leur invisibilisation. Et puis, donc, dans l'environnement familial de Blaise, on a côtoyé des femmes. Martine Roland, première guide, Blaise tout petit, a croisé Wanda Rukiewicz, grande alpiniste polonaise. Et pour nous, elles étaient relativement familières, en fait. On en parlait, elles étaient connues, on connaissait leurs exploits. Et en fait, autour de nous, on se rend compte que personne ne les connaît. Même dans le milieu chamoniard, dans le milieu des guides, en fait, quand on cite... je ne sais pas, je vais dire au hasard Claude Cogan, une des premières Françaises à aller sur les 8000, elle est parfaitement inconnue. Donc on s'est dit, il y a quelque chose à réparer, il y a quelque chose à faire, et on avait très envie de leur rendre hommage et de les faire exister. Ce qui fait l'histoire de l'alpinisme, c'est l'écrit en fait. Et il n'y a pas beaucoup de bouquins, il n'y a pas beaucoup d'archives. Elles ont peu écrit sur elles-mêmes, les femmes. Sans doute qu'elles ne se sentaient pas légitimes pour raconter leur parcours. Et pas grand monde n'a écrit sur elles non plus. Ce qui fait qu'il y a peu de traces. Voilà. On a quand même galéré pour trouver de la matière. On a quand même rencontré quelques alpinistes, mais bon, la plupart de celles dont on parle ne sont plus là. Et ensuite, on a la chance à Chamonix d'avoir l'École nationale de ski et d'alpinisme, où il y a quand même un centre de doc qui est important et qui a collecté au fil des ans beaucoup de matière. Et donc, on a quand même trouvé des documents intéressants qui ont permis de démarrer l'écriture du livre. Alors, moi, en complément, c'est que les rencontres de ma jeunesse, entre guillemets, tu as cité Wanda Rukiewicz, Martine Roland, on en a plein d'autres en fait, hein, de références. En fait, c'était
des personnalités assez extraordinaires aussi. Enfin, pour moi, le manque qu'il était sur leur place dans l'histoire, ça c'est sûr. Pour plein de raisons qu'on a évoquées dans le livre, elles ont été écartées de l'histoire. Mais c'est aussi par rapport à leur humilité. On a aussi une approche de l'alpinisme qui est un peu différente. Elles se mettent moins en avant et forcément, elles écrivent moins sur elles-mêmes. On citera peut-être tout à l'heure une des alpinistes qui, moi, m'a beaucoup marqué, qui est une précurseuse de, on va dire, du speed climbing, entre guillemets, qui fait dans les années 1880 à 90, pendant 10 ans. Elle fait 27 sommets de 4000. Donc on est au 19e siècle, hein. Vous avez bien entendu, hein, je n'ai pas dit 1900, j'ai dit 1880. Et c'est une femme, Kate Richardson, qui a laissé aucune trace, sinon, donc elle est morte dans les années 30, mais en fait son amie a publié son carnet de courses, simplement. Donc la seule trace de cette femme extraordinaire qui a fait la première de la traversée de Bionacé, homme-femme confondus, hein, qui a fait des ascensions incroyables, c'est ce petit carnet alpin qui a été publié par sa compagne Marie Payon. Et voilà, donc c'était une micro-trace, un petit livret tout petit qui était dans une armoire empoussiérée à l'ENSA. Et voilà, donc certaines sont réduites à ce petit livret, certaines ont même disparu probablement. Et voilà, donc on a essayé de reconstruire ce récit, essayer d'être... Donc là, en fait, ce qu'on dit souvent, il y a marqué Histoire de l'alpinisme au féminin. Non, c'est les pages féminines de la grande histoire de l'alpinisme. C'est pas comme si on faisait une histoire pour les femmes, par les femmes. C'est les femmes qu'on a choisies ici dans ce livre, elles ont leur place dans la grande histoire de l'alpinisme, point barre. Voilà, ça c'est vraiment un point qui est important pour nous. Pas juste parce que ce sont des femmes. Exactement, c'est pas une histoire spécifique aux femmes, pour les femmes, par les femmes. C'est parfois certains le lisent comme ça, mais c'est pas du tout le cas. Ce que je disais sur une conférence, c'est qu'il fallait juste coller ce livre dans la grande histoire de l'alpinisme, et vous avez à peu près l'histoire de l'alpinisme normale, en fait. Hein. Voilà, donc c'est important qu'on ait en tête que ce n'est pas un livre spécifique qui est anglais sur les femmes, pour les femmes, etc. Et on est très surpris, nous, dans les présences, hein, dans les conférences que l'on fait, etc. On a l'impression qu'il n'y a que les femmes qui auraient un intérêt pour l'histoire des femmes. C'est un truc, ça nous a... D'ailleurs, il y a une histoire que parce qu'on a déjà eu l'occasion d'échanger ensemble, mais moi, une histoire qui m'a marqué je crois que c'était à Grenoble, où vous faisiez une séance de dédicace et qu'il y avait un homme qui hésitait à acheter le livre. Tu peux peut-être revenir sur cette petite histoire? Oui, on a cette espèce d'idée que si j'achète ce livre en tant qu'homme, c'est pour l'offrir à une femme. Voilà, je ne peux pas le lire moi, parce que si je le lis moi, ça va remettre en question un certain nombre de dogmes ou de postulats. Donc c'est étonnant. Moi, je ne m'attendais pas du tout à ça quand on a écrit ce livre. On a écrit un livre d'alpinisme sur l'histoire des femmes, etc. Et là, on se rend compte qu'il a une dimension un peu politique, quelque part, sans qu'on l'ait souhaité au départ. Mais c'est le cas. Les gens le reçoivent comme un objet presque politique. Et ce n'est pas du tout notre souhait. Donc on essaie de combattre cette idée que ce ne serait que des femmes qui doivent lire cette histoire. C'est complètement stupide. Si vous deviez... Alors moi, il y a un passage... c'est marrant, la première fois que j'ai eu le livre entre les mains, et complètement par hasard, je l'ouvre et au milieu, de mémoire, c'est la page 64. Et il y a toute une partie de citations. C'est ça, c'est 64 ? Oui, j'ai préparé, je me suis dit, il va y revenir. Et est-ce que vous pouvez revenir sur ce qui vous a marqué ? Parce que je pense que c'était une évidence quand vous avez travaillé sur ce livre que la place des femmes n'était pas celle qu'elle méritait dans l'histoire de l'alpinisme. Est-ce qu'il y a des choses vraiment marquantes dans le cadre de vos recherches où vous vous êtes dit, mais en fait, ça mérite aussi d'être montré pour montrer le gouffre entre la place des femmes à l'époque et celle qu'elles devraient avoir en fait dans cette histoire? Alors, pas tout à fait à l'époque, hein, parce que je reviens juste sur une anecdote il y a quelques jours ou semaines. Donc, une compétition de saut à ski. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. En Suisse, je crois. Et l'homme qui a gagné la compétition a eu 3000 francs suisses. C'est il y a quelques jours. Hein. Et la femme a eu des shampoings et 2 serviettes de toilette. Voilà. Donc, pour revenir à cette double page qu'on a appelée petite phrase assassine, en fait, moi, au départ de mes lectures, de mes investigations, je tombais régulièrement sur des petites phrases comme ça qui me faisaient un peu mal aux tripes et que je me disais, c'est quand même incroyable de pouvoir dire ou écrire des choses pareilles sur les femmes. Et j'étais assez étonnée parce qu'au départ, Blaise ne les voyait pas forcément. En fait,
c'est un peu la misogynie ordinaire, on va dire, qu'on retrouvait au fil des pages, en particulier dans cet univers très masculin, très guerrier qu'est l'univers d'alpinisme. Et moi, j'ai commencé à les consigner, à me dire, il faut en faire quelque chose. Et donc, je les ai sortis du contexte, on les a listés. Et au final, voilà, Blaise, quand même, s'est dit, oui, il y a quelque chose à en faire. Et on a fait une double page au milieu du livre. Donc, c'est des petites phrases qui datent de toutes les époques. Nous, on a écrit un livre qui brosse 200 ans d'alpinisme. Donc, il y a 200 ans de petites phrases assassines. Et c'est assez collector. Et ça choque pas mal les gens quand ils les lisent. Il y a même des figures assez reconnues et connues, et de la part desquelles on se serait pas attendu à de telles phrases. Alors, parfois, c'est simplement de l'humour, mais de l'humour bien lourd, quoi. Il y a par exemple sur le succès d'Henriette d'Angeville, qui est la deuxième femme au sommet du Mont Blanc, un guide. C'est formidable ce que vous avez fait, mademoiselle, mais il faut convenir que le Mont Blanc aura bien moins de mérite maintenant que les femmes l'ont conquis. Bon, là, c'est clair, c'est net, au moins, ça ne pose pas de problème. Donc, ce que tu as évoqué sur cette phrase de Marco Scolaris, qui est quand même toujours en activité, etc., etc. En fait, on en a pas mal. On a aussi sur Claude Cogan, qui était cette femme, et donc c'est le patron à l'époque de la Fédération française de la montagne, Lucien Devy, donc, qui dit, si elle réussit, en parlant de cette ascension du Shōhoyu, donc un sommet de 8000 mètres, si elle réussit, cela confirmera mon impression que le Shōhoyu est une montagne à vaches. Donc, ça fait partie des quelques phrases. Donc, c'est vrai que moi, au début, je les voyais quand même, celles-là, on va quand même pas être... mais en même temps, l'addition de ces petites phrases assassines, elle crée un récit, en fait, sans qu'on s'en rende compte, au fur et à mesure des époques, à force de dévaloriser par petites touches. Et on a même mis une phrase de Samivelle. Alors, j'ai vu qu'il y avait eu un petit échange sur les réseaux sociaux sur le fait que Samivelle n'était pas... Il était plus dans une posture pour dénoncer cette idée-là. Mais en même temps, le fait de le dénoncer comme ça dit beaucoup de choses sur notre manière de fonctionner et de penser. Je fais juste une aparté, et parce que Stéphanie, tu fais très bien de souligner le fait que c'est toujours d'actualité avec cet exemple. Et Mark Zuckerberg, hier, a annoncé que la combativité masculisme devait retrouver sa place dans le monde de l'entreprise, etc. Enfin, non seulement c'est toujours le cas, mais en plus, maintenant, c'est de plus en plus affiché, quoi. Et visiblement assumé. Et visiblement même un argument pour être président d'une nation très puissante. Donc effectivement, c'est hyper important de le rappeler. Moi, j'aimerais bien qu'on revienne, et la question, elle peut paraître simple, mais pourquoi, en fait, du coup, pourquoi est-ce que ces femmes, elles ont été écartées de l'histoire ? Alors, il y a le premier volet qui est l'histoire tout court, en fait. L'histoire de l'alpinisme, elle s'inscrit dans l'histoire en général. Et dans l'histoire en général, les femmes n'ont pas forcément toujours le même statut. Elles n'ont pas les mêmes salaires, elles n'ont pas l'accès aux mêmes ressources. Et c'est encore plus vrai dans les pays défavorisés. Donc, on a quand même trouvé, en retraçant cette histoire, que cette histoire de l'alpinisme, elle est quand même intimement liée aussi aux mouvements sociaux et au mouvement d'émancipation des femmes. Donc en fait, c'est pas une exception, la montagne, c'est juste un des aspects de cette évolution du droit des femmes. C'est pour ça qu'on a fait des grandes parties dans notre livre, et après coup, on s'est dit, tiens, ça c'est en lien avec les grands mouvements d'émancipation féminine et de révolution féministe. Alors ça, c'est une grille de lecture, c'est effectivement... et c'est vrai que les dates qu'on a choisies, c'est des dates de bascule, donc c'est Première Guerre mondiale, au moment où les hommes sont au front, les femmes prennent la gestion de l'économie. Donc ça, c'est une grande étape. Il y a eu un peu avant le mouvement des suffragettes en Angleterre qui a eu un certain impact. Et ensuite, on a sauté très vite de 1914 aux années 60, parce qu'en fait, il ne s'est pas passé grand-chose dans cette période-là. En réalité, il y a eu des mouvements. Mais, donc en fait, les points de bascule de ce livre, ce sont plutôt ces dates-là. Qu'est-ce qui fait que les femmes ont été invisibilisées, ou en tout cas marginalisées, pour répondre à ta question? Il y a aussi cette idée que l'alpinisme en tant que tel est un lieu ordalique, chevaleresque. Il y a un récit quand même, quand vous reprenez tous les grands récits, les conquérants, même le mot les conquérants de l'inutile, les mots qui sont utilisés pour décrire l'activité à travers les époques ont toujours emprunté du vocabulaire militaire. Il y a vraiment... Au lieu d'aller faire la guerre, on va faire une ascension d'une montagne et on vient s'éprouver face à la nature. Et ça, c'est un truc
qui pousse plutôt les mâles à s'éprouver eux-mêmes, entre eux, etc. Donc il y avait déjà une espèce d'approche réservée. La montagne est un truc pour s'éprouver, pour quitter l'adolescence, en fait, hein, comme on avait à Sparte, cette espèce de rite de devenir un homme. Et la montagne participe de cet imaginaire-là, donc de manière très forte. Donc c'est sûr que c'est dur pour une femme de rentrer dans ce récit. Et donc ça, c'était pour moi un marqueur très très profond par rapport à la nature de l'activité. Il y a les grands mouvements sociologiques, mais aussi la nature même de l'activité, le risque aussi, parce qu'on se dit, une femme, elle n'a rien à faire là-haut, risquer sa vie. C'est une activité dangereuse, hein, tout le monde le sait ici. Et on ne risque pas la vie d'une femme qui va procréer, qui va engendrer l'espèce, en fait. Hein. Donc il y a quelque chose d'anthropologique qui est quand même ancré dans nos imaginaires, qui est aussi une part de cette réalité, le risque. Le risque est une sacrée barrière pour les femmes. Et aujourd'hui encore, et on a d'ailleurs, toi, tu as trouvé des histoires sur des femmes qui ont été vraiment, en Himalaya en particulier, qui sont allées sur des 8000, qui ont été vraiment condamnées par l'opinion publique pour avoir pris des risques en tant que mère de famille. Donc ça, c'est une dimension qui est quand même aussi très forte dans toutes les barrières à surmonter. Et du coup, quand je vous entends, j'ai toujours du mal, et je sais que j'avais déjà évoqué ce sujet pendant l'interview, mais à considérer ce livre comme non politique. Alors, on ne l'a pas écrit au départ dans cette idée-là, vraiment. C'était vraiment les faire connaître, point. Elles existent, elles ont fait des choses incroyables, faisons-les connaître. Mais forcément, tu as raison, on rejoint le champ politique parce que ces sujets-là, c'est des sujets sensibles, c'est des sujets de société, et ils sont encore brûlants d'actualité. Donc oui, pour revenir au traitement des femmes qui décèdent en montagne, moi j'ai été vraiment choquée de voir que dans les articles nécrologiques, jusqu'à ces dernières années, une femme alpiniste qui meurt en montagne, on fait tout de suite mention du nombre d'enfants qu'elle a. Un tel, mère de 2 enfants, voilà, comme quelque chose, une culpabilité supplémentaire. Qu'est-ce qu'elle est allée faire là-haut et comment elle a pu faire ça à ses enfants? Il n'y a pas du tout le même traitement pour les hommes, et les hommes aussi sont pères. Enfin, les alpinistes qui vont en montagne ont globalement aussi généralement des enfants, donc, mais ça n'apparaît pas. Comme si cette responsabilité-là, elle devait être portée que par les femmes. Donc oui, sans doute politique, et c'est pas fini, parce que on a essayé d'ouvrir notre livre aussi à l'alpinisme, pas seulement français, européen, hein, d'essayer de proposer des figures aussi de femmes alpinistes dans d'autres pays. On voit bien que être alpiniste en Afrique, être alpiniste en Amérique du Sud, aujourd'hui, ça reste presque inconcevable. Donc il y a aussi toute une question d'environnement social et politique qui permet ou qui ne permet pas l'activité. Avant de revenir sur ce point, parce que c'est hyper important et je ne vais pas oublier, c'est-à-dire que le sujet social, etc., il est extrêmement important, il faut qu'on l'aborde. Ce livre, maintenant, il est entre les mains, ça fait quelques semaines qu'il circule, etc. C'est quoi les retours que vous avez par rapport à sa lecture et est-ce que vous réussissez votre objectif? Parce que, évidemment, l'objectif, c'est de faire en sorte que cette histoire elle soit connue, mais vous les avez été assez clairs aussi sur l'idée qui est que, en fait, il faut que des décideurs, des figures prennent ce livre en main et sa culture sur cette histoire. Est-ce que ça, vous avez réussi à le faire? Est-ce que vous êtes en phase de réussir à le faire? Alors, moi, je dirais que non. Cet objectif-là qui est de sortir, justement, alors, il est politique, je suis d'accord avec l'évolution par rapport à ta question, on a cheminé là-dessus, donc non, mais ça relie les choses. Mais oui, il a une dimension forcément politique. Donc moi, je trouve qu'on est en situation d'échec, parce que toutes les signatures qu'on a pu faire au fur et à mesure depuis le mois de novembre, hein, depuis la sortie du livre, elles montrent bien qu'on est encore dans cette lecture genrée. On a un bouquin dans les mains qui serait un bouquin pour les filles. Donc on n'a pas gagné la bataille de ce côté-là. Donc on continue à prendre la parole sur ce sujet. On va faire une série de podcasts aussi pour continuer à planter le truc, pour qu'enfin des hommes, enfin plus d'hommes, le lisent et se disent il y a quand même des choses assez intéressantes sur la manière de raconter, la manière de voir les choses, et sans forcément être dans un truc féministe. Voilà, c'est ça le truc. Et donc, il y a encore du travail à faire. Nous, on espère là notamment, on voit bien qu'il y a une résistance à Chamonix en particulier, dans le milieu de la montagne. On espère, quand Clémentine, là, qui s'occupe un peu du cycle de conférences à l'école des guides, à l'ENSA, reviendra de congé maternité,
Elle nous a dit on fera une conférence à l'ENSA. Voilà, ça je pense que c'est important qu'on fasse une conférence dans le lieu qui fabrique les imaginaires, qui fabrique les guides, qui fabrique les... Voilà. Quand on aura fait notre conférence, si on fait un jour cette conférence à l'école des guides, là, ça sera un premier pas intéressant. Parce que s'il y a des gens qui sont des guides masculins ou aspirants guides qui sont à écouter, voilà. Et je sais que les jeunes générations de guides, elles pensent un peu déjà différemment. Il ne faut pas croire non plus qu'il n'y a que des archaïsmes. Ce n'est pas du tout le cas. Hein. Les choses bougent. Les choses bougent. Et en dehors du sujet des archaïsmes, ce que soulevait aussi Stéphanie, c'est des choses qui sont ancrées ou... Enfin, tu vois, des choses qui choquaient Stéphanie dans les textes qui, toi, te choquaient pas en tant qu'homme. Il y a aussi toute une déconstruction à accompagner. Complètement. Alors moi, de manière très humble, en plus, j'ai cumulé les tares, entre guillemets, guide haute montagne, donc l'imaginaire du mec qui guide, ancien officier de gendarmerie, patron hiérarchique, entre guillemets, etc. Donc en fait, quelque part, tu as tous les archétypes qui sont cumulés sur ta représentation du monde. Et effectivement, le livre, en tant que tel, m'a vraiment permis de cheminer sans faire une espèce de révélation totale, mais en tout cas, ça m'a permis de comprendre un certain nombre de choses, même dans la manière dont on se répartissait les tâches, hein, tout simplement à la maison, etc. Donc ça questionne beaucoup. Enfin, moi, je trouve que c'est intéressant aussi. Non, ça n'a pas changé complètement. Mais en tout cas, la prise de conscience, qui est la première étape. Hein, voilà. Mais voilà, donc c'est un livre qui doit aller vers... alors moi, j'espère qu'il y aura d'autres livres, hein, que c'est plutôt une invitation à ouvrir le sujet. Parce que finalement, nous, on pense que dans ce livre, il y a plein de livres à écrire. Parce que quand on parle d'une femme sur deux pages, bah, ça peut faire un portrait qui devient un livre, ça peut être des récits. Il y a un potentiel immense. Il y a un potentiel immense. Sur le sujet justement de l'accessibilité à la montagne, 7% des Français font du ski, 10% vont à la montagne en hiver. J'imagine que quand on creuse un sujet comme celui-ci et quand on fait un métier comme le tien, Stéphanie, je te laisserai détailler ce que tu fais au quotidien. Ça forcément ouvre d'autres types de thématiques sur le sujet d'accessibilité globale et sociale du coup à la montagne. Bah, de toute façon, dès les pionnières, dans notre livre, on parle des pionnières du 19e, c'est les aristocrates, hein, c'est les aristocrates anglaises, américaines qui sont les premières parce que leurs maris sont un petit peu ouverts d'esprit, sont eux-mêmes à l'Alpine Club ou autres, et puis leur laissent une place dans leur activité. Ça, c'est déjà, il faut qu'un homme te laisse y aller, ton père, ton mari, etc., ton frère. Ou des veuves très riches aussi qui voyageaient parce qu'elles avaient une culture du voyage, elles étaient souvent éduquées en Europe, ces Américaines qui venaient les premières sur les sommets. Donc il y a quand même tout le temps cette dominante-là. Nous, on vit à Chamonix, on voit bien la sociologie, hein, des gens qui viennent skier. Voilà, il faut un certain budget pour pratiquer la montagne, été comme hiver, hein, c'est pareil. Prendre un guide, c'est pas si simple. Et je dirais que je rebondis sur le reste de la question. Donc moi, j'enseigne à des enfants en difficulté. Moi, mes enfants, ils vivent et grandissent dans la vallée de Chamonix et ils font pas de ski et ils vont pas en montagne. Et ils vont même assez peu dans la forêt à 5 minutes de l'école, quoi. Donc il y a aussi une question d'éducation et de moyens et d'oser y aller. Et voilà, ça, c'est vraiment des sujets... qui font que la montagne, malheureusement, il y a eu des années plus fastes. Je pense que dans les années 70-80, avec les colos, les centres de vacances, il y a plus d'enfants avaient accès à la montagne et malheureusement, c'est moins vrai maintenant. Ouais, peut-être rebondir là-dessus, c'est qu'en fait, le sujet de l'alpinisme au féminin dans les sociétés occidentales aujourd'hui, on trouve c'est plus un sujet. Quand on discute avec une Lise Billon, qui a eu un Piolet d'or, une Liv Sansoz ou d'autres, finalement, leur place dans la communauté montagnarde, elle n'est pas trop compliquée à faire. En fait, il y a encore 2-3 petits trucs quand même, hein, c'est pas tout gagné, mais elles peuvent tout à fait devenir alpinistes professionnels, vivre de leur métier de professionnels de l'alpinisme, un peu à égalité des hommes. Le sujet, il est plutôt géographique et social, en fait. Hein. La barrière, elle s'est déplacée. C'est pas dans la communauté des gens riches, à moyens, éduqués, etc., que le genre pose un problème. Ça, je pense pas. Dans le monde de la outdoor, en tout cas, c'est pas le sujet. Et regardez l'escalade. Hein. L'escalade, c'est une activité qui est très paritaire, en fait. Hein. Il y a autant de femmes et d'hommes qui vont en salle d'escalade.
Par contre, là, on a mesuré à quel point les frontières se sont déplacées vers d'autres pays, en fait. Hein. C'est sûr qu'il y a tout un tas de pays où cette conquête-là de pouvoir faire une activité d'outdoor, hein, sans parler même devient un acte très fort. Hein. On parle de cette Iranienne qui grimpait, qui faisait de l'escalade, qui a été aussi condamnée en Iran. On a tout un tas d'exemples, en fait, hein, de femmes qui, dans leur pays, aujourd'hui, se battent pour juste pratiquer ou l'escalade ou l'alpinisme. Donc c'est sûr qu'il y a une dimension sociale, elle est aussi à percevoir dans ce sujet. Et du coup, c'est le sujet de votre prochain livre ou pas? Après, je pondère un peu quand même. Au niveau des femmes guides, par exemple, il y en a 40 aujourd'hui pour 3000 hommes. 1500. 1500 hommes. Ouais. Oui, non, enfin, bon, le Ça ratio pas, est pas terrible. quand même... Eh oui, bien sûr, et on a abordé Ouais. hier sur le sujet de casser le plafond de verre pour les femmes dans le milieu de l'escalade, parce on est dans un univers qui effectivement peut être assez exemplaire sur la parité en termes de nombre de pratiquants, et on se rapproche de plus en plus de ça parce que on a une proportion de néo-grimpeuses qui commence à même être plus importante que de néo-grimpeurs. Par contre, dans les faits, les sociologues qui s'intéressent à comment est-ce qu'on influence le genre en salle d'escalade, enfin en club d'escalade, etc. Ou typiquement l'accessibilité au métier d'ouvreur, etc. On a un chemin qui est encore énorme à parcourir là-dessus, quoi. Non, mais le chemin, il reste à parcourir. En montagne, c'est vrai que la prééminence masculine, elle est très très forte, en fait. Hein. Je veux dire, ça, c'est une évidence. Quand on va dans un refuge, on va écarter le Mont Blanc, le Mont Rose, quelques voies normales, classiques, etc., où il y a pas mal de femmes dans les refuges. Mais c'est vrai que dès qu'on est sur des choses plus difficiles, on est de nouveau dans du 95-5, 98-2, quoi. Hein. Donc ça, c'est sûr. Donc oui, le chemin sur l'alpinisme de haut niveau, il est... Et en même temps, quand on discute, on a eu une discussion très intéressante en début de semaine. On a fait une petite interview de Lise et Liv, et on avait cette question sur est-ce que la femme peut dépasser l'homme, entre guillemets. C'était la question qu'on a posée aux deux. Et en fait, Lise Billon dit moi, je suis convaincu que la femme peut faire aussi bien et voire mieux que l'homme, entre guillemets, dans la pensée un peu de Lynn Hill, quand elle gravit en Yosemite, là, donc on est dans la salle du Yosemite, quand elle fait cette première du nose et qu'elle dit It goes boys, etc. Donc là, oui, elle est avant les hommes. Et Liv, elle dit ben non, moi, je suis avec Zeb, mon compagnon. Je constate qu'il est plus fort, qu'il est plus solide, qu'il résiste mieux au froid, etc., etc. Donc, en fait, on a même chez les femmes deux femmes qui sont toutes les deux très fortes. Lise a eu ce piolet d'or pour des expéditions incroyables en Patagonie. Liv a fait le K2 cet été, sans oxygène. Elles ont, toutes les deux, un discours qui est aussi contrasté. Donc elles disent, l'une dit non, on ne sera jamais aussi forte que les hommes, et Lise dit non, ce sont des constructions sociales. Voilà. Donc où est la vérité? Je ne sais pas. On passe aux questions, mais j'aurais une dernière interrogation. Aujourd'hui, publier un livre, du coup, c'est pas forcément, on le sait pas tous, mais ça rapporte pas grand-chose aux auteurs. Oui, derrière, en plus, ça implique aussi d'en faire la promotion, etc. Il y a quand même une action un peu philanthropique là-dedans. Et moi, j'aimerais comprendre aussi ce qui vous anime et va continuer à vous animer, parce que tu l'as évoqué, tu dis, non, aujourd'hui, c'est un échec, on n'a pas encore réussi à faire ce qu'on... Et donc, c'est quelque chose que j'aimerais comprendre. Du coup, pourquoi est-ce que vous investissez de votre temps et votre argent pour faire en sorte que ce livre trouve sa place? En tout cas, que ce message trouve sa place, je pense que... Alors oui, en termes de retombées financières et autres, ça n'a aucun intérêt d'écrire un livre. Mais après, on y a pris beaucoup de plaisir quand même. Et on a nous-mêmes cheminé dans cette histoire. Moi, j'ai appris énormément et j'ai été vraiment touchée par toutes ces femmes tout au cours de l'histoire. Donc, ça m'a enrichie. Voilà, je suis très fière de l'avoir fait aussi. Et je pense qu'il va cheminer, ce livre. Il va avoir sa petite histoire à lui. Donc, c'est pas fini. Il y a eu quand même plein de grands plaisirs. Quand Glénat a envoyé pour les photos nos textes, notamment à une femme qui s'appelle Nives Meroy, hein, qui est une des femmes qui a fait les 14 8000 sans oxygène en couple. Hein, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une Italienne extraordinaire. Elle a eu des livres qui ont été écrits par Eri De Luca sur elle, etc. Enfin, c'est une femme extraordinaire. Son texte sur le livre et sur le texte qu'on a fait à son égard était magnifique. Donc il y a déjà ce que tu dis sur le plaisir d'écrire, le plaisir de révéler, de mettre à la lumière ces histoires-là. Et puis pour les gens qui s'intéressent au sujet, d'aller le lire tout simplement. Donc ça, on sait qu'il y a des gens qui nous ont fait des super retours. Et donc ça, c'est un premier plaisir
qui n'a pas de prix, j'allais dire. Enfin, pour moi, le fait de révéler des histoires qui ont été un peu oubliées, c'est un acte important. Après, l'impact, il est ce que aussi la société a envie d'en faire. Aussi, à un moment donné, chacun pose sa contribution sur la table, essayer de participer à la réflexion, au débat. Si personne ne veut bouger, personne ne bouge. Hein. Je veux dire, ça, c'est pas à nous de. On n'est pas dans cette fonction politique, justement. Donc, on met ce sujet-là sur la table. On aimerait bien que ça aille sur la table des professionnels de la montagne. Ça, c'est pour moi un sujet important, parce que c'est là qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Et à part ça, on est content sans esprit de retour. En fait, évidemment, on fait pas ce genre de livre pour l'argent ou pour des choses comme ça. Quoi. Ça vous a donné envie de continuer, de faire d'autres choses en lien avec ça, ou ça vous a dégoûté? Non, ça ne nous a pas dégoûté. On a beaucoup aimé le travail à deux, en fait. On n'avait jamais vraiment travaillé ensemble. On est sur des secteurs d'activité assez différents. Donc, on a beaucoup aimé ce cheminement-là. Et on s'est dit, pourquoi pas continuer. Mais on est encore sur la promotion de celui-ci. Donc, on n'est pas sur l'après. Non, et puis là, moi, je pense qu'à travers ça, il y a deux choses qu'on voudrait faire là. On verra si on y arrive. Hein. Mais on est en train d'écrire une série de podcasts pour créer des cordées de femmes du passé, de femmes d'aujourd'hui, et de les mettre en résonance sur des thèmes. Donc ça, on a commencé, et ça sortira en mars. Donc ça, c'est un travail très opérationnel qu'on a engagé. Et ça peut avoir de l'impact, parce que comme les gens lisent moins, le fait de pouvoir écouter des histoires à travers un podcast, ça peut peut-être avoir un impact plus important. Donc ça, on verra. Déjà, il y a le podcast. Et puis c'est vrai qu'on est convaincu que cette histoire-là, elle peut aussi faire l'objet, alors pas nous, on ne fera pas le film nous, mais que ça peut faire l'objet d'un récit filmé. Il y a des super trucs à mettre en valeur. Donc voilà, donc si à travers ça, ça déclenche des envies de faire des résonances, des caisses de résonance à travers du film, à travers du podcast, etc., en fait, c'est des petites graines qui vont s'enrichir. Et on voit bien quand même qu'on a été repris. Certaines personnes qui sont dans le livre qui sont méconnues, qu'on voit de nouveau un peu apparaître. Donc on pense que ça a un impact sur le long terme. Voilà. Merci beaucoup. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe à la phase de questions et réponses. Ah oui, et donc du coup, il faudra bien attendre d'avoir un micro du coup entre les mains pour répondre. Et donc il y a le monsieur qui est là. Merci pour cette conférence. Alors j'avais deux réflexions et une question. Ma première réflexion, c'est qu'en fait, je suis en train de préparer là, pour mon club une petite formation ou conférence sur l'histoire de l'alpinisme. Et j'avais prévu de faire un chapitre spécifique sur l'histoire des femmes dans l'alpinisme. Et en fait, je me dis que finalement, j'ai déjà un biais. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas un chapitre spécial. En fait, il faut que je l'intègre dans cette histoire. Donc déjà, merci. Cette conférence me permet aussi de m'éclairer sur ce point-là. La deuxième réflexion, c'était par rapport justement à Lynn Hill. C'est assez marrant parce que dans les livres sur l'histoire de l'alpinisme, quand elle a gravi donc le Nose, en fait, bien souvent, ce que j'ai lu, c'est qu'elle avait réussi cette ascension parce que en fait, elle avait des doigts très fins qui lui avaient permis notamment de passer le pas très dur, le roof. Voilà. Et je me dis qu'en fait, voilà, c'est au lieu de mettre en avant finalement son exploit en tant que, on va dire, en tant qu'être humain, c'est sa morphologie qui a été mise en avant plus que son exploit, son talent et son exploit en lui-même. Voilà. Non, ma question, c'était par rapport à justement la réflexion que vous faisiez sur notamment le fait que à l'origine, c'était essentiellement, je dirais, la bourgeoisie qui s'était emparée de l'alpinisme masculin et aussi féminin. Dans les années 60, on a vu quand même le mouvement ouvrier s'emparer de l'alpinisme, notamment à travers des figures comme Robert Parago. J'aurais voulu savoir si en fait, on avait eu le même mouvement du côté féminin. Voilà. Alors, on peut dire que oui. En fait, ce mouvement autour des urbains éduqués des années 30, en fait, ce qui se passe à partir de la fin de la Première Guerre mondiale, à partir des années 20, il y a quand même plein de mouvements autour des congés payés, etc. Donc, on a des couples, Nicole, Alain Léninger, le couple Léninger, par exemple. On a d'autres couples, le couple Livanos, etc. Donc, en fait, il y a des gens issus de quartiers moins aisés qui commencent à émerger. Nous, on a identifié un livre extraordinaire qu'on vous recommande de trouver en archive si vous êtes intéressé par l'histoire qui s'appelle Encordée EES de Micheline Morin. Et en fait, c'est une cordée de 3 femmes
d'un mouvement. Alors elles ne sont pas vraiment ouvrières, elles sont éduquées, mais en tout cas, alors, des femmes purement ouvrières, j'ai pas en tête, par contre, on a la première femme guide, non, on va dire internationale, mais qui est une femme guide qui est issue d'un parcours où elle était ambulancière, elle conduisait des ambulances avec des chevaux, etc. C'est une Anglaise, hein, qui s'appelle Gwen Moffat, qui s'inscrit complètement dans la philosophie un peu roots. Elle a déserté de l'armée, elle avait une vie assez rude, modeste. Donc on a quand même cette combinaison, et on voit bien que dans les années 30, plus que dans les années 60 en fait, hein, ce mouvement émerge en fait. Hein. L'émergence du mouvement ouvrier, même pour Robert Parago, il en est l'héritier, mais c'est ce qui se passe dans les années 30 hein, qui forge l'émergence autour de Léon Blum, de cette petite période hein, de l'histoire. Donc voilà pour la réponse, mais oui, on a quelques femmes très modestes, et aujourd'hui, il y a vraiment de tout. Je peux compléter sur le sujet du mélange des deux histoires, en fait. Moi, je n'étais pas forcément férue de l'histoire d'alpinisme, donc j'ai eu besoin à un moment de dessiner. J'ai fait chez moi une énorme frise qui fait plusieurs mètres, là, avec toute l'histoire de l'alpinisme. Et j'ai inséré dans l'histoire masculine les mêmes événements du côté des femmes. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que autant au début, il peut y avoir quelques dizaines d'années d'écart entre le même exploit homme et femme, puis petit à petit, le nombre d'années s'amenuise, et même parfois, donc c'est des femmes qui font la toute première, hommes-femmes confondus. Donc c'est intéressant aussi d'avoir cette vision-là, et on se rend compte que finalement, elles n'ont aucune raison d'être exclues, quoi. La frise, elle est là. La frise, elle est là, de Stéphanie. On l'a juste montré, mais effectivement, on considère que c'est la frise de l'histoire de l'alpinisme tout court. Voilà. Oui, et donc les femmes ont repris leur place gentiment avec ce travail que tu as fait. Et c'est hyper intéressant parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a des écarts qu'on croyait très importants. Première ascension du Cervin, par exemple, on a tous en tête Whymper. Il y a des tonnes de récits sur Whymper, et la moitié de la Cour des Meurs, hein, à la descente. Voilà. Et Lucy Walker, qui gravit le Cervin juste 5 ans après, on a fait sa statue à Zermatt là, il y a 2 ans. Elle n'avait pas été mentionnée à Zermatt pendant 2 siècles. Et elle est juste 5 ans après, elle est montée en robe. Elle n'est pas morte. Il n'y a personne qui est mort. Donc en fait, 5 ans, c'est rien à l'échelle d'une histoire globale de l'alpinisme. Donc Lucy Walker, un super exemple. Et il y a d'autres exemples aujourd'hui où en fait, les femmes, elles sont un peu devant. On regarde ce qui se passe en termes d'escalade. C'est vrai que les écarts se réduisent au fur et à mesure. Les premiers 8A, les premiers 9A, etc. On voit bien que l'écart se réduit. En haute altitude, il y a quand même des performances de femmes qui sont juste incroyables. Hein. Aujourd'hui, Sophie Lavaux, première femme, non, première française, premier français. Voilà, donc Sophie Lavaux, aujourd'hui, les 14-8000, c'est une femme qui est le premier français à avoir gravi les 14 sommets de plus de 8000 mètres. Donc on voit bien que les écarts sont de plus en plus ténus, et en fait, les performances des femmes sont vraiment hyper intéressantes hein, aujourd'hui. Et c'est vrai que vous aviez Catherine qui était là hier hein, sur le salon, elle fait partie des légendes aussi. Hein. On a cité Lynn Hill, mais il faut absolument citer Catherine. Catherine Destivelle, pardon. Tout le monde connaît Catherine. Catherine Destivelle, je ne sais pas si vous la connaissez, mais en tout cas, elle est vraiment dans la grande histoire, elle a sa place. Voilà. Parce que quand on nous dit, il y a une jeune femme là, qui a fait la première de l'Eiger, donc Eiger grande face en Suisse, là, de 1800 mètres de haut, elle dit, moi la différence, c'est que je l'ai faite en solo, hein, donc ascension en solo, elle l'a faite à vue, sans reconnaissance préalable. Même quand on relit des textes de Christophe Profit, etc., il avait survolé en hélicoptère, il avait reconnu avant, etc. Il a fait son solo après avoir sécurisé son solo. Elle est arrivée au pied de la paroi sans la connaître, et elle est allée. C'est majeur en fait comme acte. La face nord de l'Eiger en solo par Catherine Destivelle, c'est absolument légendaire. Et en hiver en plus. Hein, voilà. Et donc c'est sur une nouvelle voie qu'elle a ouverte, hein, du coup. Et sans parler de la voie qu'elle a ouverte autour, mais qui pour moi est un peu, c'est de l'artificiel. C'est là, si vous regardez les images, donc vous avez un centre de cinémathèque à Gap, dans les Alpes du Sud, hein, qui collecte toutes les vieilles images des films de montagne. Et sur leur site, vous avez accès à plein de petits. Regardez les images de Catherine à l'Eiger, c'est vraiment intéressant de voir jusqu'où elle est allée, quoi. C'est absolument hallucinant. Ouais, bonjour, merci.
Merci pour votre intervention qui est très éclairante. Alors moi j'ai juste une question. Donc on l'a compris, l'alpinisme aujourd'hui reste quand même encore un milieu ou un univers assez masculin, notamment l'alpinisme de très haut niveau. Alors qu'est-ce qui, selon vous, serait un pas décisif, une avancée marquante pour modifier cette perception ? Alors, je commence un tout petit peu à répondre, mais on répondra à tous les deux. Mais pour moi, il y a déjà toutes les initiatives qui sont prises par les clubs alpins, FFK ou même FFME, d'encourager les femmes avec des sessions de formation accompagnées, encadrées, etc. Donc c'est indispensable en fait. On ne peut pas aller vers la montagne sans être encadré, c'est pas possible. Hein. On peut pas. Une salle d'escalade, on a 2-3 consignes et puis on peut grimper tout seul. Mais passer de la salle d'escalade à l'alpinisme, c'est un vrai chemin. Donc il y a besoin d'accompagner, d'encourager les femmes. Donc s'il n'y a pas de structures qui le font de manière organisée, structurée, etc., il ne se passera rien. Voilà. Donc ça, c'est un premier. Ce qui permettrait aux femmes d'aller plus vers la haute montagne, c'est ça. Ensuite, il y a aussi quand même un sujet qu'on ne pourra pas effacer, c'est que c'est une activité extrêmement dangereuse. Je veux dire, tous les guides qui sont ici ou qui connaissent le métier, ils savent qu'on est sur une mortalité qui est monstrueuse. Sur une promotion de guides, en général, sur une quarantaine de guides, s'il n'y en a qu'un tiers qui meurt à la fin de leur parcours professionnel, on est content. Mais il y a certaines promotions qui sont à 50% de mortalité. Donc il y a une vraie place de la mort dans cette activité qu'on ne peut pas effacer complètement. Donc moi, je n'ai pas envie non plus, à titre personnel, de gommer ça en disant allez, tout le monde va dans la montagne, on fait de l'alpinisme de haut niveau, on s'engage. Non, non, c'est un acte très engageant. Et donc on ne peut pas trop... Il faut à la fois accompagner, mais pas aussi raconter des salades aux gens en disant vous allez vous éclater dans la haute montagne, ça va bien se passer. Non. Si vous allez en haute montagne, vous prenez un risque vital pour vous. Donc, si vous allez, allez-y pour des bonnes raisons. Donc, c'est tout ce questionnement-là qu'il faut faire aussi en préalable. Et c'est valable pour les garçons comme pour les filles. Le PGHM qui revient. Ensuite, pour revenir à des questions plus prosaïques, les jeunes femmes qui font de l'alpinisme de haut niveau en altitude aujourd'hui, elles nous disent qu'elles sont confrontées quand même à 2 difficultés majeures. La visibilité, ça change, mais on parle peu d'elles. Et donc, de fait, le financement. Pour faire des expés, il faut collecter beaucoup d'argent et c'est souvent beaucoup plus difficile pour elles de financer leurs expés. Donc ça, c'est un point, c'est sans doute cet accompagnement-là. Et après, simplement, parfois, les camps de base en altitude, c'est pas fait pour les femmes, quoi. C'est compliqué de vivre là-haut, dans un milieu où il n'y a que des hommes, où les toilettes ne sont pas adaptées aux femmes. Où il y a de la promiscuité, comment faire sa toilette, enfin, toutes ces choses-là, en fait, nous, on ne les perçoit pas du bas, hein, mais ça reste des questions complexes. Il y a aussi, on a vu dans la presse, hein, il y a eu des cas de harcèlement, voilà, il y a toujours ce rapport homme-femme qui est compliqué à vivre au quotidien. Ça peut être compliqué, ce n'est pas le cas tout le temps, hein, mais... Alors le risque, moi j'ai très peur de la montagne, alors je suis pas forcément là. Enfin, je peux en parler de mon point de vue, c'est-à-dire que moi j'ai pas envie de me mettre en danger en montagne et j'y vais plus avec une démarche de recherche de plaisir, de réflexion. Je suis plus sur le volet introspection et communion avec la nature, donc j'aime aller en montagne, mais je reste sur des choses assez simples. Bonjour, merci bien. J'ai une question de réflexion. La réflexion, c'est pour rejoindre le risque. Moi, je suis dans le milieu médical et si les femmes, au niveau sociétal, prennent souvent moins de risques, il faut dire aussi que, comme vous disiez tout à l'heure, on dit pas pourquoi est-ce qu'elle est allée en montagne, elle s'est blessée, elle a des enfants. En fait, aussi quand elles arrivent à l'hôpital, en tout cas de manière générale, moi, quand je vois des polytraumatisés ou des gens qui ont risqué, on voit bien dans les équipes qu'il y a quand même, on considère, souvent on dit c'était stupide de se blesser au sport, ça se discute, mais il n'y aura en tout cas pas les mêmes réflexions par les soignants et les paramèdes, en tout cas, et les médecins pour les femmes, pour les hommes. Ça peut aussi limiter de se dire, après je vais aller à l'hôpital, on va me faire ses reproches, ça ne facilite pas, puisqu'on se dit que si on se blesse, on va avoir ces réflexions-là, et aussi d'une manière générale, quand on voit les accompagnants, on voit bien que les femmes qui viennent quand leurs compagnons ou leurs amis hommes ont été blessés
ne réagissent pas pareil, dans le sens où quand c'est les femmes qui sont blessées, on a un peu une perception que les hommes, en mode putain, ça a gâché les vacances. Enfin, pas ça a gâché les vacances, mais en gros, il y a quand même un truc de reproche de pourquoi tu as fait ça, alors que quand c'est eux qui sont blessés, c'est. C'est des héros, en fait. Je schématise, mais ça existe aussi. Je pense que non, ça mais peut c'est limiter. terrible ce que tu racontes, Non, parce que moi, je ne mesurais pas du tout ça. Ça peut C'est la limiter première en fois tout que j'entends cas, ça et je me dis et dans les le hommes milieu soignants médical, peuvent faire des réflexions aux femmes. Enfin voilà, ouais. il y a ce point-là, donc je pense que c'est important aussi d'avoir conscience, de prendre moins de risques à cause de ça. Et la question que j'avais, c'était, vous avez fait donc un livre sur l'histoire du féminisme en alpinisme. On voit, il y a l'anthologie de la poésie française féminine, il y a l'histoire de la médecine des femmes. Ça, c'est, je pense, une étape obligatoire pour faire revenir. Et est-ce que ce serait envisageable de coopérer avec la maison d'édition, j'y connais un peu rien, qui a fait l'histoire de l'alpinisme pour faire en fait l'histoire de l'alpinisme deuxième édition, comme on a dans nos livres de médecine, deuxième, cinquième édition quand on met à jour, et du coup en fait, de tout condenser. Et ça permettrait aussi d'avancer, qu'il n'y ait plus cette séparation. Parce que finalement, effectivement, que ça rentre dedans, mais comme vous l'avez dit, le coller, l'insérer et faire nouvelle édition, quoi, genre Eratom mise à jour. Excellente idée. Voilà. Est-ce que vous pensez que Non, c'est mais envisageable? tu as tout à fait raison, c'est une excellente idée. En fait, c'est vers ça qu'il faudrait tendre. On voit bien le biais de faire des anthologies, des histoires typiquement féminines. Finalement, on contribue un peu encore à segmenter les deux univers. Non, mais on l'a déjà proposé en conférence pour s'amuser en disant voilà, on va fusionner, on va faire enfin la vraie histoire de l'alpinisme. Donc oui, juste une remarque sur le. Alors, il y a un travail qui a été fait par une chercheuse à Chamonix, Juliette Craplet, sur la représentation de la mort chez les guides en fait. Et en fait, la mort du Mont Chu, c'est-à-dire du touriste qui vient. On l'appelle comme ça, je ne sais pas si vous connaissez le surnom, mais enfin quelqu'un qui vient, qui ne connaît pas trop la montagne, les montagnards le décrivent comme le Mont Chu, quoi, pour dire le touriste. Quoi. Et donc en fait, la mort d'un Mont Chu, c'est pas très grave en fait. La mort d'un guide, par contre, ça c'est quelque chose de tout à fait particulier. Donc elle a fait son mémoire de recherche sur les représentations, et en fait il y a des catégorisations. En fait, il y a des morts qui sont héroïques, qui valent le coup, et des morts qui ne valent pas le coup. Et en fait, la mort d'une femme en montagne, ça ne vaut pas le coup. C'est sur les représentations sociales, en fait, nos sociétés, pour des raisons que je respecte en plus, parce que la question de la maternité, de cette vision un peu archaïque du rôle social, en fait, la société, le corps social, le refuse complètement, le fait qu'on puisse, en tant que femme, mourir en montagne, qu'on ait enfant ou pas enfant d'ailleurs, c'est une espèce de gâchis, entre guillemets, alors que l'homme, s'il meurt, c'est moins grave. Donc, et même, c'est pire que ça, c'est que si l'homme, en plus, c'est un expert qui meurt en montagne, c'est bien. Donc moi, j'ai un truc qui m'a toujours choqué aux obsèques, parce qu'on va des obsèques souvent à Chamonix, c'est qu'il y a toujours une espèce de discours. Il est mort dans la plénitude de son art. Il était, enfin, voilà, on a un récit qui magnifie la mort pour ces gens-là, pour les alpinistes de haut niveau, pour les guides, etc. Et par contre, pour les autres, c'est un peu des blaireaux, quoi, entre guillemets, pour être un peu dans une caricature. Et ça fait partie aussi du problème. C'est que tant qu'on ne considère pas que les choses ont la même valeur, forcément, c'est un biais gigantesque. Il y a un très bon documentaire sur Arte qui s'appelle « Quels hommes nous faut-il ?» qui justement retravaille ce regard sur la masculinité, la virilité, etc. Qui fait le pont avec ce sujet. Bonjour. Alors tout d'abord, merci pour cette conférence. Personnellement, moi, je ne suis pas du tout du milieu de l'alpinisme ou quoi que ce soit. Comme moi, j'ai un usage récréatif de la montagne, etc. Donc, j'ai appris énormément de choses, en fait. J'ai même tout appris. Bon, le côté du fait que les femmes soient invisibilisées, malheureusement, ça ne m'étonne pas. Mais ce que je voulais savoir, et vous en avez un peu parlé, c'est que vous essayez maintenant aussi de sortir un peu d'un média qui est plus traditionnel, qui est l'expression écrite par le livre. Et vous voulez partir sur un podcast, etc., pour vous ouvrir et pour aussi, vous l'avez mentionné, qu'il y a moins de gens qui lisent. Moi, je pense que dans nos manières de communiquer et nos manières d'évoluer, il faut aussi peut-être se rapprocher de médias plus utilisés par des gens de ma génération, ou le milieu de l'alpinisme, en fait, si on n'est pas initié par nos parents, nos grands-parents, oncles, ou souvent des hommes d'ailleurs, en fait, ça passe pas. Et hier, il y a eu une autre conférence qui a été faite par quelqu'un qui, lui, utilise le média de YouTube sur justement les films d'alpinisme, et il a, dans son schéma, naturellement intégré des passages avec des femmes, des films qui sont un peu plus accentués sur les femmes. Du coup, je me dis, est-ce que déjà vous y avez pensé, tout simplement, de contacter des personnes qui sont
alors lui, il est plus spécialisé escalade, mais il en a aussi parlé parce qu'il aime cette histoire des films et il en a beaucoup appris pour vraiment étendre cette parole et en fait pas s'adresser uniquement aux professionnels, même si pour vous, côté pratico-pratique, vu que vous êtes dans le milieu, vous y verrez les impacts plus vite, mais pour parler à des gens comme moi, en fait, qui sont pas du tout initiés et qui ont littéralement juste vu un titre sur une conférence dans un salon de l'escalade. On est dans le confidentiel, effectivement. Et voilà, pour vraiment réussir à en parler un peu plus et amener ce débat sur des places publiques. Alors, c'est peut-être un peu rêvé, mais peut-être qu'un jour, sur un JT, on en pourrait en parler, quoi, de votre livre, que ce soit le vôtre, qui est pionnier, ou d'autres qui pourraient venir après. De toute façon, on voit bien l'impact d'Inoxtag. Hein. Vous avez tous vu 35 millions de vues sur YouTube. C'est sûr que là, on est loin. Là. On est loin du compte. Donc, c'est sûr que quand on aura 35 millions de vues sur YouTube sur le thème, voilà, ça sera autre chose. Peut-être qu'il faut utiliser ces canaux. C'est sûr que si un jour je croise Mathis, le guide Inoxtag, qui... En plus, il a sa compagne qui était au jury du Festival Femmes en Montagne, Mathis. Donc je pense qu'il est particulièrement sensibilisé. Si lui, il arrive à mettre dans la bouche d'Inoxtag une vision différente des choses et qu'il en parle, forcément, ça aura un impact gigantesque. Donc peut-être on aura un jour ce genre d'effet, de répercussion, mais effectivement, c'est fondamental que ça devienne... J'aime pas ces mots en anglais, mainstream, dans le sens où le sujet, on en parle de manière naturelle. C'est pas un truc dans une petite salle au fond du truc, discrètement, on y rentre avec une cagoule parce qu'on a peur d'être identifié, etc. Non, c'est pas ça. Et c'est pour ça que je parlais de l'ENSA, de l'école des guides. Si l'école des guides accepte d'en parler, c'est symbolique aussi. On le met sur le sujet, sur la table, pardon, et on aborde le thème. J'avais un truc, je voulais juste rajouter tout à l'heure, quand tu parlais du masculinisme et tout ça. Je voulais juste vous dire un truc un peu général qui n'a aucun rapport avec le sujet direct là, mais c'est qu'en fait, ma sensibilité, moi, sur l'histoire de la place des femmes en général dans les sociétés, c'est beaucoup lié aussi au degré de peur et d'incertitude dans lequel on se situe, en fait. Hein. Plus on est dans des moments d'inquiétude généralisée, plus on a la tentation d'aller vers le patriarcat et des modèles qui sont hiérarchiquement structurés. Ce qu'on observe sur le plan politique, là, un peu dans quelques endroits importants du monde, aux États-Unis ou ailleurs, c'est vraiment le même mécanisme. En fait, on se rend bien qu'aujourd'hui, l'expression d'un leadership très viril, etc., il reprend la place de manière très très forte. Là, hein. Donc en fait, là, en plus, on a l'impression qu'on est un peu à contre-courant de cette idée générale que le monde étant compliqué, incertain, il faudrait des chefs qui chefent, quoi. Voilà, c'est un peu le résumé qu'on entend. Et donc en fait, cette voix, elle est pas dans le bon moment. Parce que je pense que sur le plan politique, il y a plein de gens qui pensent que plus c'est le bazar, plus il faut de l'autorité. Et l'autorité est souvent renvoyée à cette question-là. Donc, ouais, là, moi, j'ai un peu le sentiment qu'on est un peu à contre-temps d'un grand mouvement. Voilà. Mais qui se voit, c'est de la politique, là, non, pour le coup. Pour ajouter, c'est important de dire que rien n'est jamais gagné, en fait. Aujourd'hui, en France, on a l'impression que pour les femmes, c'est relativement simple d'aller en montagne ou de s'affirmer dans les entreprises ou autres. Enfin, ça va mieux qu'il y a 50 ans, mais rien n'est jamais gagné. Et en fait, dès qu'il y a des situations de troubles politiques ou économiques ou autres, c'est souvent les femmes, il ne faut pas l'oublier, qui sont les premières victimes. Donc le combat, il faut continuer à le mener. On a fait un livre pas politique. Et c'est pas politique. Pas politique, pas militant, pas féministe. C'est bien noté. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Ouais, une question au fond. Et ce sera la dernière. Merci. Moi, de même, je ne suis pas trop dans ce milieu-là. Mais du coup, je vous remercie parce que c'est quand même important d'avoir ces imaginaires de femmes et de se rendre compte que, bah oui, on a le droit parce qu'on voit d'autres femmes qui ont fait ce qu'elles ont fait. Et donc ça, je pense que c'est ça la portée politique et c'est chouette de l'assumer aussi parce que, en fait, il y a un lobbying beaucoup plus grand pour les hommes qui s'est fait depuis des générations et celle des femmes n'a pas été forcément portée de manière assumée. Voilà. Et moi, j'avais une question plutôt sur les équipements et sur justement l'adaptation finalement de l'environnement qu'on crée pour accéder à la montagne finalement, mais aussi des équipements. Je trouve ça assez chouette en fait de se rendre compte qu'elle
on a monté en robe la montagne et qu'en fait, c'est pas adapté hein, réellement. Même si les équipements n'étaient pas adaptés de manière générale, il y a quand même une évolution, le droit de porter des pantalons. Et comment, en fait, est-ce que vous avez eu un regard sur ça? Est-ce que vous avez perçu aussi l'évolution en fait, des équipements et des structures? Alors, il y a un chapitre vraiment sur les vêtements, justement. Parce que la problématique, à la fin du 19e, on en a parlé, hein, de monter en jupe de laine. Lucy Walker, elle ne voyait pas ses pieds. Quand elle lève le pied pour faire le pas suivant, elle ne voit pas sa chaussure. Donc, il y a les cordes en chanvre, il y a toutes ces données, il n'y a pas de casque, etc. Mais c'est inconcevable pour une femme, à cette époque-là, de porter un pantalon. Donc, tout au cours de l'histoire, elles sont à la fois touchantes et émouvantes parce qu'elles ont ces barrières-là supplémentaires à dépasser. Le contexte et effectivement, les vêtements, c'est un sujet aussi. Aujourd'hui, les vêtements, ils sont un peu non-genrés. Hein, donc, il y a eu des gros progrès. Les femmes, elles sont, je pense, aussi bien équipées que les hommes. Après, il va y avoir des questions techniques hein, par exemple les règles en montagne, comment faire pipi quand on est dans une paroi, etc. Ça reste des sujets qui sont posés, qui sont intéressants de réfléchir pour que ça se passe mieux. Ouais. Juste sur la première partie de la question, sur l'histoire de mettre à nu les récits, en fait. Il y a beaucoup d'alpinistes de haut niveau, en fait, qui sont montés sur les épaules des femmes qui les ont inspirés avant. Et donc mettre à nu un récit qui raconte une histoire d'une cordée de 2 femmes, 3 femmes qui vont faire ceci dans les années 30, c'est dire qu'elles ont fait des trucs incroyables dans les années 30, donc je peux le faire aujourd'hui en 2025. Donc la place du récit, c'était plus moi sur la partie technique, mais je trouve qu'effectivement, le récit, le fait juste de le mettre à nu, il a un bénéfice tout simple qui est de dire c'est possible. On est capable d'y aller parce que voilà, on a lu un truc en disant ouais, elle l'a fait. Elle l'a fait. Et il y a les têtes de proue hein, qui sont très connues, mais aussi on a essayé de mettre aussi des personnes un peu moins connues entre guillemets. On a essayé de révéler des personnalités qui nous ont inspirés pour des raisons assez profondes. Voilà, donc c'est monter sur les épaules des autres en fait, qui nous a semblé intéressant. Merci beaucoup. Peut-être juste très rapidement pour conclure, une histoire d'alpinisme féminin à mettre entre toutes les mains, surtout celle des hommes, mais disponible du coup au stand de la librairie de Paris, je touche aucune commission. Merci beaucoup pour votre temps, pour vos échanges, et puis excellente continuation de salon à toutes et à tous.